ravi de vous retrouver sur TV5 Monde, nouveau Journal Afrique à la une ce lundi. Dans le contexte de conflit dans l'est de la RDC, le M23 refuse de participer aux discussions de paix à Luanda après des sanctions européennes contre lui. Le Rwanda, lui, rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique. Nous étions les premiers à vous informer sur cette annonce du Niger qui sort de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, 2 mois après s'être retiré de la CEDEAO. Dans un instant, première réaction de la directrice de la communication et porte-parole de l'OIF, Oria van de Weg. Information qui tombe hasard du calendrier ou pas, en pleine semaine de la langue française et de la francophonie, 30e édition. Direction la République du Congo, visiter les points de lecture. On en parlera également avec l'écrivaine camerounaise Danielle Eyango. Ils étaient donc attendus dans la capitale angolaise Luanda ce mardi pour des pourparlers de paix avec la délégation envoyée par Félix Tshisekedi. Les rebelles du M23 et leur plateforme politico-militaire, l'Alliance Fleuve Congo, AFC, ont finalement annulé leur venue, selon un haut cadre du mouvement. Kinshasa a confirmé de son côté sa participation malgré ce désistement. Ces pourparlers devaient être les premiers entre le gouvernement congolais et le groupe qui a repris les armes depuis 2021. Décision prise suite aux sanctions de l'Union européenne. Les 27 étaient réunis à Bruxelles ce lundi. Ils ont adopté des sanctions à l'encontre de 9 personnes et une entité à la fois rwandaise et congolaise. Les détails avec Fanny Noirot-Cabré et Amandine Bouche. La décision a été prise à l'unanimité des 27 États membres ce lundi. 9 personnes sanctionnées, 5 Rwandais et 4 Congolais. Parmi elles, des gradés de l'armée rwandaise. Le général Ruki Karusisi, alias Rocky, commandant des forces spéciales des FRD, les forces rwandaises de défense. Les généraux Pascal Mouizi et Eugène Kumbito, commandant des 2e et 3e divisions des FRD, sont aussi présents sur cette liste. On retrouve également Francis Kamanzi, qui occupe depuis février 2024 le poste de directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz. De par sa fonction dirigeante, l'UE l'estime responsable d'exploitation ou de commerce illicite de ressources naturelles provenant de l'Est de la RDC. L'Union européenne a également sanctionné la raffinerie d'or de Gazabo, basée à Kigali, accusée de contribuer à l'extraction illégale de minerais congolais. Des cadres congolais du M23 sont également visés. Bertrand Bisimwa, chef du mouvement, ici à droite de l'image, ou encore Joseph Musanga Bahati, qui a occupé le poste de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. Quelles sanctions leur sont imposées ? Les concernés ont interdiction de se rendre dans l'Union européenne et leurs avoirs y sont gelés. Suite à ces sanctions, le M23 a annoncé qu'il ne participerait pas aux discussions de paix prévues ce mardi à Luanda, en Angola. Et le Rwanda a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique, avec effet immédiat. Cette annonce fait également suite aux tensions déjà présentes depuis 1 mois entre les 2 pays, notamment depuis la prise de Goma par le M23 fin janvier. Les précisions avec notre correspondante sur place, Sarah Gros. L'information a fait la une de la majorité des journaux rwandais ce lundi. Il cite le communiqué du gouvernement qui annonce la rupture des relations diplomatiques entre la Belgique et le Rwanda. Le porte-parole du gouvernement, Alain Mukuralinda, s'est exprimé à la télévision rwandaise pour justifier la décision du pays et 3 arguments sont avancés. Le parti pris, selon lui, de la Belgique aux côtés de Kinshasa dans le conflit dans l'est de la RDC. Bruxelles a refusé l'ambassadeur proposé par le Rwanda en août dernier. Et enfin, le porte-parole évoque, je cite, le comportement de la Belgique de ces derniers temps pour faire condamner et sanctionner le Rwanda. Fin janvier, Bruxelles avait demandé à l'Union européenne d'envisager des sanctions contre Kigali, accusé de soutenir le groupe armé du M23, ce à quoi le Rwanda avait répondu par la suspension des programmes d'aide au développement financés par la Belgique. Et ce lundi, c'est un point de rupture qui est désormais atteint. Le gouvernement rwandais accuse la Belgique dans son communiqué de, je cite, maintenir ses illusions coloniales. L'ensemble des diplomates belges présents sur le territoire sont tenus de quitter le pays dans les 48 heures.
Et dans l'est de la RDC, plus d'un mois et demi après la fermeture des écoles, les cours n'ont toujours pas repris à Uvira, la deuxième ville du Sud Kivu. Les autorités provinciales ont pourtant demandé aux parents d'envoyer les élèves. Mais pour eux, la situation sécuritaire reste précaire. Certains craignent l'enrôlement de leurs enfants par les groupes armés. Christina Moleova, Lionel Bellon. Un mois et demi après les affrontements entre les Wazalendo et l'armée congolaise qui ont fait 26 morts et paralysé la ville entière, les autorités provinciales tentent un retour à la normale et rouvrent les écoles. Mais cette reprise est largement boudée par les parents, toujours très inquiets pour la sécurité de leurs enfants. On a suivi tous les communiqués nous demandant d'envoyer les enfants à l'école, mais il n'y a pas assez de garanties. La ville, partout où nous passons, les avenues, le riz, sont toujours comblés des personnes en armes non identifiées. On ne sait pas, nous passons par là, nous voyons des personnes en tenue civile avec des armes, d'autres en culotte avec des armes. On ne sait pas identifier réellement qui est qui. Il n'y a même pas la police pour sécuriser. Dans toutes les écoles, publiques comme privées, les enseignants ont pourtant répondu présents pour la reprise de lundi. Mais les salles de classe sont restées vides toute la journée. Selon cette conscience professionnelle, on sait qu'on a une prévision de matière qu'on doit faire respecter. C'est difficile d'atteindre l'objectif pour cette année, mais nous allons nous forcer. Si le parent nous envoie des élèves, mais avec une mesure de prudence, nous vivons un état critique de l'insécurité. On ne sait pas jusqu'à présent où vont les choses. Après la chute de Bukavu le 16 février dernier, Uvira est devenu le nouveau siège des autorités provinciales. Celles-ci cherchent à tout prix à rassurer la population. Mais de nombreux habitants et le corps enseignant estiment que les mesures présentées ont été bâclées. Selon moi, peut-être la sensibilisation n'a pas été effective. Peut-être il fallait revoir la sensibilisation pour que les parents comprennent quand même que ça vaut la peine d'envoyer les enfants à l'école. Les habitants craignent également le recrutement forcé de leurs proches, alors que les troupes du M23 continuent leur avancée dans le nord et le sud Kivu. Nous étions donc les premiers à vous donner l'information cet après-midi. Le Niger a annoncé dans un communiqué quitter l'Organisation internationale de la francophonie dirigée par Louise Mushikiwabo. Et ce soir, première réaction de la directrice de la communication et porte-parole de l'OIF, Oria Van de Weg. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre réaction à cette sortie du Niger ? Écoutez, bien entendu, c'est une nouvelle qu'on a appris et qu'on déplore. On n'est jamais content d'entendre qu'un membre quitte la famille. Néanmoins, en tant qu'organisation, on est quand même... en tant qu'organisation, on est obligé de respecter la souveraineté des États et donc les choix que les États font qui concernent leurs priorités politiques. Donc on respecte. C'est une décision qu'on déplore mais qu'on respecte. En même temps, c'est la suite logique parce que le Niger avait déjà été suspendu des instances de l'OIF. Après son coup d'État, le Niger avait déjà tourné le dos à certains partenaires occidentaux, la France en tête. Vous vous y attendiez ? Alors oui, c'est vrai que le Niger est un pays qui est actuellement suspendu des instances de la francophonie. Être suspendu ne veut pas dire être suspendu à tout jamais. Donc il y avait une volonté bien entendu de la francophonie de poursuivre le travail aux côtés des autorités de transition pour une réintégration de ce pays dans la grande famille francophone. À noter que c'est quand même un pays, un des 4 pays fondateurs de notre organisation. La francophonie est née en 1970 à Niamey, donc ça prend quand même une symbolique. C'est un pays qui compte pour la francophonie. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est un pays qui est aussi, dans son histoire actuelle, a décidé de tourner le dos à plusieurs organisations. Il n'y a pas que l'OIF, il y en a eu d'autres avant. Oui, l'Organisation internationale de la francophonie considère peut-être être un dommage collatéral d'une situation géopolitique qui la dépasse, mais voilà, c'est la vie. Vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment tendu la main au Niger ? Non, la main a été tendue. Je pense qu'on ne peut pas la forcer non plus. Il faut que les pays fassent leur choix.
et c'est tout à fait respecté. C'est un choix qui est Comment entendu. avez-vous été informé de cette sortie du Niger? Alors la procédure de la francophonie qui est écrite, qui est stipulée dans la charte de la francophonie qui a été signée en 2005 à Madagascar, dit qu'un État qui souhaite quitter l'organisation doit le notifier soit au pays hôte du siège de l'organisation, c'est-à-dire la France, soit au pays qui occupe la présidence en exercice donc, du sommet. Dans le cas présent, la France coche les 2 cases, ayant abrité le dernier sommet à Villers-Cotterêts. Et donc, le Niger a écrit à la France et la France nous a informés de cette notification. On parlait de l'aspect symbolique autour de cette sortie. Il y a aussi cette semaine de la langue française et de la francophonie. Nous sommes en plein dedans en ce moment. C'est un aveu d'échec pour l'organisation? Non, je ne dirais pas ça. C'est la réalité malheureusement du monde multilatéral qui est un monde assez complexe où les pays ont des intérêts nationaux qui parfois priment sur les intérêts de l'organisation. En ce qui concerne la langue française, je pense que l'OIF n'a pas à rougir de son attractivité. Le dernier sommet a quand même vu l'adhésion de 5 nouveaux membres. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Il y en a qui rentrent, il y en a malheureusement qui sortent. On espère que ce ne sont pas des décisions définitives. Et par rapport à la langue française, je tiens à préciser que la francophonie s'intéresse bien sûr à ses États membres, mais aussi aux communautés francophones dans le monde, qu'elles soient ou non dans des pays ressortissants, des pays membres de l'organisation. Donc on ne va pas tourner le dos aux Nigériens qui ne vont pas changer de langue du jour au lendemain, qui vont probablement rester francophones. La volonté de l'organisation, mais ça sera bien entendu la décision des États, la volonté de l'organisation, c'est de pouvoir mener à terme les projets en cours, au moins. Mais on verra, ce sera soumis à l'approbation des États. Nous, on n'est que le secrétariat des États, donc ils vont décider. Mais oui, on va rester près des Nigériens. Est-ce que vous craignez que d'autres pays suivent le chemin du Niger? Alors, le Burkina Faso a déjà annoncé une démarche similaire. Pour l'instant, il n'y a eu que ces 2 pays-là. Bien entendu, les gens s'attendent peut-être à ce que le Mali suive parce qu'il y a l'Alliance Sahel, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de démarche du Mali. De l'AES. Il n'y en a pas eu et on espère que ce ne sera pas le cas, mais voilà, on est à l'écoute, on attend de voir. Horia van de Weg, merci. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et porte-parole de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup. Et retrouvez toute l'actualité africaine et plus d'informations sur cette sortie du Niger de l'OIF sur notre site internet tv5monde.com. Vous avez aussi la possibilité de scanner le QR code qui s'affiche ici sur votre écran avec votre téléphone portable. On vous le disait à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, direction Pointe-Noire en République du Congo, à la découverte des points de lecture qui visent le décloisonnement de l'accès aux livres. Reportage de notre correspondant Berdy Pambour, ici Alexandre Malesson, Gaylord Longo. Bonjour les enfants. Bonjour. Comment vous allez? Un rendez-vous devenu immanquable pour ces enfants de Pointe-Noire. Dans quelques instants, ils dévoreront un livre dans cette mini-bibliothèque, une cuisine extérieure que Laure-Angèle Mabunda a transformée pour recevoir une 50aine d'élèves par jour. Ici, ils sont ensemble et voilà quoi. Ils lisent, ils s'expliquent, ils se racontent ce qu'ils lisent. C'est très important pour eux, pour leur ouvrir l'esprit à d'autres univers. Ils s'évadent un peu d'un livre. Je prends ça comme une responsabilité sociétale. Parce qu'il faut aider la société, il faut aider les parents, il faut aider ces enfants qui progressent. Des points lecture comme celui-ci, il en existe 13 au total dans la ville. D'abord Bibliobus en 2016 pendant la période des vacances, le projet n'a cessé de croître face à son succès. L'objectif reste le même, permettre aux jeunes d'avoir accès à des livres gratuitement. La promotion justement de la langue passe aussi par le livre, l'accès au livre. On n'a pas tous les mêmes accès, on n'a pas tous les mêmes moyens d'aller dans une librairie acheter un livre. Et justement, le projet Point Lecture, ça facilite. Un service très apprécié par les enfants. Or, aujourd'hui, les eaux des rivières, des lacs, des sources comme celles qui circulent sous terre sont menacées par de nombreuses pollutions. Ça va? Dans cet autre Point Lecture, tous chérissent ce moment. Quand je termine un livre, j'essaie d'expliquer aux autres ce que j'ai compris dans ce livre. Comme ça, eux aussi, ils auront la connaissance que j'ai eu dans ce livre. Par exemple, ici,
J'ai appris que les défenses d'un éléphant pèsent 50 kg. Donc je pourrais aller expliquer ça aux autres à l'école. C'est le seul projet dans ce sens-là qui existe dans la ville de Pointe-Noire, en fait, qui ramène tout ce qui est lecture, élocution, dictée auprès des enfants dans les quartiers. Ça aide pour les écoles, ça aide pour l'élocution. Un soutien qui touche aujourd'hui près de 20 000 enfants. Bravo. Et à l'occasion de la 30e édition de cette semaine de la langue française et de la francophonie, le thème de cette année est « Prenez la parole ». Alors on va la donner à Danielle Eyango. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une écrivaine camerounaise. Votre dernier livre s'appelle « Quand les racines chantent » aux éditions Afrique Avenir. Tout à fait. On y revient. Mais d'abord un mot sur ces points de lecture. Qu'en pensez-vous ? Ça me fait penser aux ateliers d'écriture que je mène en tant qu'écrivaine envers les enfants du Cameroun, notamment de la ville politique de Yaoundé, afin de libérer leurs paroles sur les féminicides. J'en ai mené tout récemment. Et ces ateliers de lecture qui sont les miens consistent principalement à ce que j'ai baptisé la littératie, c'est-à-dire guérir par la littérature. Et j'ai pensé que dans le sujet des féminicides, qui est très récurrent au Cameroun, l'année passée on en a eu plus de 70, rendu à cette date on en est à une vingtaine, on interroge tous les témoins, mais on oublie le témoin principal, l'enfant. Et donc je mène ces ateliers d'écriture où ils exorcisent les actes de violence envers les femmes et les féminicides qu'ils voient et qu'ils subissent dans leur écosystème le plus restreint, c'est-à-dire la famille. Donc j'ai directement pensé à ces enfants-là. Alors, vous faites partie de la délégation officielle au Salon du Livre africain, pour lequel le Cameroun était invité d'honneur ce week-end. Comment s'est passé ce salon? On a vu qu'il y avait eu beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde. C'était très, très couru. C'était mon tout premier salon du livre en Europe. Et j'ai aimé, ce que j'apprécie, c'est la plateforme qu'on donne au livre africain dans sa liberté d'authenticité. C'est très important, le livre africain dans son authenticité, dans son africanité, dans sa façon de raconter et de se raconter qui ne ressemble à aucune autre. Moi, c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée dans ce salon. Et dans l'idée de ne pas se franciser, par exemple. Effectivement, d'être authentique, mais tout en, effectivement, en utilisant la langue française, puisque c'est la langue voilà, de la plupart de ces pays, anciennes colonies françaises, mais des histoires africaine. Que représente pour vous, du coup, la semaine de la langue française et de la francophonie? C'est très intéressant et je vais m'expliquer. Parce que la francophonie, on ne prête pas beaucoup attention à ce côté, mais elle promeut la diversité culturelle et linguistique. Et en tant qu'écrivaine camerounaise, écrivant en français, et qui écrit, qui trempe sa plume dans son endogénéité, de par mon expérience, j'ai du mal, parfois, à écrire les choses, à les transcrire de ma langue endogène en français. Et je me retrouve... De passer de votre langue au français? Pas de passer, mais de vous les transcrire, de vous faire ressentir ce que ma linguistique endogène porte de mysticisme et de les transcrire en français. Et donc, je me retrouve dans un exercice délicieux qui me pousse à trouver des tournures de phrases qui viennent enrichir la langue française et qui me poussent à me dépasser. Parce que vous pensez dans votre langue. Oui. Quelle est votre langue, d'ailleurs? Ma langue maternelle, c'est la langue Douala, du peuple Douala. Je peux prendre un exemple pour que vous compreniez cette difficulté, cet exercice, francophonique, si je peux me permettre l'adjectif, cet exercice francophonique d'un écrivain d'Afrique. Alors, par exemple, quand on dit en ma langue Douala, quand on dit Mboué Poupa, en français facile, pour ne pas trop se casser la tête, on dit la pluie des tempêtes.
Sauf que quand je veux l'écrire, et si j'écris la pluie des tempêtes, ce n'est pas ça. Parce que quand on dit à ma langue, sonnez, amboué poupa, oui, olé, pitié, pluie des tempêtes ne tombe pas. Ce n'est pas pluie des tempêtes quand on dit à ma langue, até, boué poupa. Boué poupa, ça correspond avant la pluie à mes grands-mères Douala qui sont en train de danser le deuil. Boué poupa, ça correspond à tout un imaginaire, à un corps qui est inerte, inanimé quelque part. Boué poupa, ça correspond à toute une succession de drames qui s'abattent sur quelqu'un, bien avant même la notion scientifique de pluie. Donc vous voyez je suis en train de me perdre dans votre voilà, donc vous voyez récit, le côté délicieux que j'ai en tant que francophile, en tant que pratiquant de la langue française, d'écrire et de m'exercer à transcrire toute cette sentimentalité-là dans la langue française. C'est magnifiquement dit en tout cas. D'ailleurs, votre dernier livre s'appelle « Quand les racines chantent », une histoire de malédiction qui frappe les femmes de génération en génération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben oui, ce roman raconte l'histoire d'une jeune femme catholique pratiquante, camerounaise, qui, à quelques jours de se marier, lors d'une opération chirurgicale, se retrouve en train de perdre mystérieusement son utérus. Et donc, dans ce processus, le prêtre catholique camerounais, qui est censé célébrer son mariage, lui dit « Je pense qu'on peut trouver les raisons de ce qui t'arrive dans ton village maternel. » Et donc, ils s'en vont dans son village maternel, qui est un village qui existe, qui s'appelle Bonendale, au Cameroun, à Douala, la capitale économique. Et là, le roi qui l'accueille lui dit grosso modo « Ah, tu t'appelles Jasmine, tu es la descendante de Niaké, qui a commis une faute irréparable il y a des siècles. Et tu es maudite. Et pour t'en débarrasser, tu vas devoir accomplir une série de rites qui n'ont rien à voir avec ton « je crois en Dieu » et ton « je vous salue Marie ». Et donc elle se retrouve projetée et déchirée comme ça, désarticulée, entre sa foi catholique en laquelle elle croit et les rites stricts et endogènes de sa tribu en totale opposition. Voilà un peu la trame de ce roman. Et vous avez rencontré donc cette difficulté d'exercice en fait. Oui, ce magnifique exercice en tant que pratiquant de la langue française, c'est un exercice magnifique parce que ça pousse l'écrivain à se dépasser en écrivant la langue française, à l'enrichir, à se dépasser, à essayer de connecter deux mondes. De créer un pont entre deux rives. Voilà. Et effectivement, c'est une richesse. Très grande richesse. Alors, on l'a dit en ouverture, que pensez-vous du fait que le Niger ait quitté l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie? Je pense qu'il s'agit là d'un inconfort, d'un mal-être propre à toutes les colonies, qu'elles exorcisent d'une manière ou d'une autre, peut-être parfois maladroitement, ça dépend de quel angle on se place pour juger, mais qui traduisent une souffrance réelle, qui est celui de quelqu'un, d'un être humain, qui a une... Parce qu'il faut le dire, la langue véhicule un imaginaire, la langue véhicule une identité. La langue est essentielle. Et donc, il s'agit d'un mal-être qui commence à gagner et qu'il faudrait peut-être que la France soit à l'écoute de ces anciennes colonies-là qui aimeraient enfin être elles-mêmes et qui estiment qu'elles ne sauraient être elles-mêmes dans leur authenticité avec la langue française, sans pour autant la détester, parce qu'on la maîtrise. On l'aime, cette langue, mais on a parfois l'impression peut-être d'être aliéné. Donc je pense que cela traduit un malaise, un inconfort, que peut-être on gère avec beaucoup de violence, avec beaucoup d'émotion, mais peut-être parce qu'on estime qu'on a été peut-être, qu'on ne serait pas bien entendu. Et c'est l'analyse que je fais, et moi, ça ne me... Vous saviez, ma grand-mère, paix à son âme, elle s'appelait Makolo. C'était une femme douala de Bonindale.
Et elle disait, Amouna, mon enfant, quand le bébé crie, ne le tape pas. Écoute la musicalité de ses cris. Et cette musicalité te dira où il a mal. C'est tout ce que je peux dire. C'est un malaise que vous retrouvez au Cameroun. Comment se porte la francophonie au Cameroun? Déjà, j'ai vu qu'il y a quelque chose, je vais appeler ça, il y a un phénomène jumeau entre le Niger et le Cameroun. Parce que j'ai vu le Niger, déjà, ils ont commencé l'année passée à débaptiser certaines rues, certaines statues. Voilà, très bien. Au Cameroun, c'est un phénomène qui arrive déjà depuis quelques années, qui est tu par le gouvernement, mais à certains moments, des personnes vont détruire des statues coloniales, veulent débaptiser les rues. Donc, c'est un cancer qui est là, c'est un marasme qui est là. Mais pour le moment, c'est quelque chose de... Non, ça passe, la langue française est pratiquée sans aucun souci. Merci, Danielle Yango, autrice notamment. De quand les racines chantent aux éditions Afrique Avenir. Tout à fait. Fin de ce journal, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à vous tous et à demain.